bienvenue sur les podcasts de France Qualité. Avec l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, nous lançons une nouvelle série de podcasts dédiés à l'excellence opérationnelle et à la méthode Lean. Je suis Philippe Cavalli, expert des méthodes d'amélioration depuis une trentaine d'années. Je suis Master Black Belt, dirigeant du cabinet Just Quality et référent Lean Six Sigma pour France Qualité. Ce module initial sera le premier d'une série de 12 audios de 5 à 10 minutes, chacun diffusé à intervalles réguliers. Avec cette série, nous allons aborder les différents outils qui constituent la méthode Lean avec des explications simples et pragmatiques. Avec moi aujourd'hui pour m'accompagner dans cet audio, François Durnez, grand expert également du Lean. Bonjour François. Bonjour Philippe, bonjour à tous, merci pour cet accueil. Alors je me présente, François Durnez, 52 ans. J'ai un double diplôme à l'origine, puisque en France on aime bien donner son éducation. Ça ne se fait pas ailleurs, mais ça se fait en France, donc à la fois centrale et aux États-Unis, qui m'a vraiment ouvert à deux cultures différentes. Et ensuite, j'ai travaillé, je dis pas que j'ai travaillé, d'ailleurs, je dis que j'ai vécu 10 ans chez General Electric, ce grand conglomérat sous l'époque de Jack Welch, où j'ai vraiment adoré vraiment cette structure qui m'a fait beaucoup évoluer en leadership et en excellence opérationnelle. C'est là que j'ai découvert le Lean, je l'ai pratiqué. Et après, j'ai basculé dans le monde du conseil, de la formation, notamment de transformation, en efficacité, excellence opérationnelle et en humain. En particularité, j'ai accompagné le programme Ariane 6 pendant 7 ans, toute l'équipe programme jusqu'à ce beau lancement cet été 2024. Et aussi, j'interviens par exemple à Polytechnic Executive Education et Central Executive Education sur des thématiques de transformation, d'innovation et de transformation. Donc, j'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Inspiring Organizations, dont l'idée est de viser la transformation culturelle en performance durable, donc avec du lean, de l'agile, etc., en partant de l'humain. Je suis aussi président de l'IFCO, l'Institut français pour la compétitivité et l'excellence opérationnelle, qui est partenaire de France Qualité. C'est dans ce cadre-là qu'on se connaît bien depuis une décennie. Alors, comment je suis tombé dans l'excellence opérationnelle, c'est le terme, un peu comme Obélix, je suis tombé dedans dans la marmite. Quand j'étais chez General Electric, j'ai vraiment adoré ça parce que c'est une approche qui permet de faire grandir l'humain et de faire grandir l'organisation en même temps de manière continue. Et qui n'aime pas évoluer, qui n'aime pas grandir. Donc c'est vraiment une adéquation, je dirais pas une fusion, mais vraiment une évolution commune entre chaque personne, chaque équipe et son organisation. Merci François pour cette belle présentation. Et puis on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et j'ai envie de commencer finalement par un constat que j'ai fait dans pas mal d'entreprises. Et je ne sais pas si toi, tu as les mêmes retours de terrain, mais lorsque tu échanges avec des chefs d'entreprise, mais voici, pardon, bien souvent ce que me disent les managers, ce qu'ils vivent au quotidien dans leur structure. Je ne passe plus la charge, je prends du retard, je livre en retard. J'accumule les insatisfactions de mes clients, je n'ai plus le temps de traiter les problèmes, ils s'accumulent. Nos process ne sont pas fluides, ils deviennent même problématiques. Nos process ne sont plus efficaces, nous perdons beaucoup trop de temps, etc., etc. François, qu'as-tu, envie de leur dire? Eh bien, écoute, je valide déjà les échos que tu donnes. Nous-mêmes, hein, quand on travaille en temps réel dans l'entreprise, on les constate parce que la charge augmente, en effet. Moi, j'aime bien une analyse, en fait, que j'ai formalisée sous le format des 5 C, 5 lettres C. Le changement s'accélère. Le premier C, c'est le changement. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. Nos clients demandent d'aller beaucoup plus vite. Il faut changer beaucoup plus rapidement de produit. La deuxième dimension, c'est les coûts. Les coûts qu'il faut toujours réduire parce que la concurrence est de plus en plus présente, de plus en plus forte, d'où cette idée de performance. Le troisième, c'est celui du collectif. Tu l'as pas forcément cité, mais une des raisons pour lesquelles beaucoup de managers et de dirigeants ont des difficultés, c'est le sentiment d'individualisme où ils se retrouvent isolés et leurs équipes aussi se délitent et il y a de plus en plus d'individualisme, on manque de collectif. Après, le quatrième, c'est celui des contraintes administratives, légales, et on en a, et on sait très bien qu'on en a en France et en Europe énormément de contraintes et de normes. Et enfin, le dernier niveau, c'est celui de la complexité. On parle souvent d'un monde VUCA, donc je reviens au Ouais. changement en rajoutant la complexité, incertain et complexe. Donc cette complexité, mais pas que technique, pas que technologique, aussi beaucoup en termes d'écosystème. Une entreprise ne fonctionne que par un écosystème de partenaires et de clients
Et ces 5 C se traduisent par les verbatims que tu as donnés et tant d'autres où on a le sentiment d'être noyé. Merci de cet éclairage, François. Et on va définir un peu plus, parce qu'il y a quand même deux mots que j'aimerais qu'on passe un peu de temps avec toi. On parle de plus en plus d'expérience opérationnelle, d'excellence opérationnelle, ou pour nos amis anglo-saxons, d'OPEX. Mais c'est quoi finalement l'excellence opérationnelle? Merci pour cette question et j'aime bien ton lapsus avec expérience, que j'aime beaucoup d'ailleurs, Ouais. client, qui est très tendance aussi et les deux sont liés en fait. L'expérience client et l'excellence opérationnelle sont très proches. On pourrait la définir comme la capacité en fait d'une organisation à fabriquer des produits et ou des services en fonction du secteur dans lequel on est, au plus près des attentes clients, c'est-à-dire aussi dans cette capacité de réponse et de changer et dans les meilleures conditions de rentabilité. Parce qu'une entreprise qui marche, c'est la conjonction entre des clients satisfaits, quand même une rentabilité et puis aussi des opérationnels et des partenaires qui y trouvent leur intérêt. Les opérationnels, je dis bien les employés qui eux aussi peuvent réaliser des compétences, grandir, etc. La vraie différence entre l'excellence opérationnelle et toutes les approches de réduction des coûts, de finance ou autres, c'est la dimension opérationnelle. C'est vraiment de partir, et tu as déjà cité les process, les activités sur le terrain. Donc, c'est complémentaire avec toutes les démarches de budget, de finance, de pilotage et de gouvernance. Ça va embarquer en fait le collectif. On l'appelle aussi amélioration continue ou progrès permanent, progrès continu. C'est la même chose, hein. Il ne faut pas dire, ah, moi je fais du progrès continu. Non, il n'y a pas de querelle de chapelle. On est vraiment sur toutes ces démarches-là qui vont se compléter, se complémentariser pour apporter une excellence au quotidien dans les activités terrain. Et alors, ça me fait penser à le lean. Alors, dans tout ça, si tu devais définir par rapport à l'excellence opérationnelle ou à l'amélioration continue, quel serait pour toi le concept simple? Comment tu le décrirais? Bah, le lean, c'est ce mot anglais qui a plusieurs significations, mais celle qui nous intéresse ici, c'est de se focaliser sur la valeur ajoutée, d'éliminer tout ce qui a moindre valeur ajoutée pour le client ou pour l'organisation. Donc d'éliminer tous les gaspillages, les pertes et d'avancer progressivement, vraiment en petits pas, le fameux Kaizen, je fais des petits pas qui me permettent de grandir. Le lean, n'oublions pas, est traduit en France par deux termes, mince ou maigre. Si vous êtes contre le lean, vous allez dire que c'est maigre. Si vous êtes pour le lean, vous allez dire que c'est mince parce que ça permet d'enlever le gras, mais de garder toute notre vitalité. C'est vraiment ce qui nous anime ici. Ouais, c'est une belle image, François, effectivement, du lean. Pourquoi associer le lean à l'excellence opérationnelle? On utilise les deux termes. Et pour clarifier un peu tout ça pour nos auditeurs, est-ce que tu peux, voilà, nous expliquer finalement entre le lean, l'excellence opérationnelle, tu as parlé également d'amélioration continue, de progrès permanent. Comment tous ces termes derrière, qu'y a-t-il réellement? Alors en fait, il y a beaucoup de démarches, beaucoup de méthodes qui sont en fait toutes construites sur mesure. Si vous voulez faire du lean et que vous allez appliquer celui de Toyota, le TPS, le Toyota Production System, sachez que même si vous êtes japonais dans l'industrie, il n'y a que 20% que ça marche. Alors l'idée, c'est pas de vous rebuter, l'idée, c'est de vous dire, allez vous en inspirer, mais surtout adaptez-le à votre contexte. Alors tout ce qui est PDCA, le fameux plan du check ast de Deming, tout ce qui est qualité, tout ce qui est bonne pratique, tout ce qui est retour d'expérience, ce sont des approches finalement d'amélioration continue qui n'appartiennent pas au Lean. On n'est pas en train de dire cette chapelle est meilleure que telle autre. J'ai vu des organisations où je suis arrivé, on me dit, nous on fait du Six Sigma, on ne veut pas du Lean. C'est Ouais. franchement ce qu'on veut éviter. Oui, le Six Sigma a peut-être marché, tant mieux, continuez, mais allez voir le Lean parce que c'est peut-être complémentaire et peut-être que ça va aider certaines parties de l'organisation fonctionnelle. J'ai vu l'inverse, hein. On fait du Lean, on veut pas de Six Sigma. Ah oui, mais on fait de l'agile, etc. Évitons les querelles de chapelle. Les querelles de chapelle sont basées sur une expérience en fait que certaines personnes ont eue et dans leur expérience ça a marché. Donc ça peut se comprendre. Mais chaque organisation est différente et le principal dans l'excellence opérationnelle, c'est que chaque opérationnel puisse trouver une voie vers l'excellence. Donc il faut co-construire ça au niveau d'un collectif. Donc oui, tu as raison, toutes les démarches qualité, les démarches processus, France Qualité, on voit dans l'IFCO, on collecte aussi tout ce qui est agile, théorie des contraintes, même les démarches ISO aussi, l'origine de l'ISO, c'est quand même des bonnes pratiques sur des centaines d'expériences, 120 pays en fonction de la norme. N'en faites pas une norme contraignante, faites-en une source d'inspiration et de bonnes pratiques, et vous allez vers de l'excellence opérationnelle appropriée en interne. Ouais, c'est vraiment important tout ce que tu viens de dire parce que le mot complémentaire, tout ça, ce ne sont que des outils complémentaires. Tu l'as rappelé pour l'ISO qui s'appuie en centrale sur le PDCA, sur le Plan Do Check Act. Donc on voit bien que
tout ceci ne sont que des outils que l'on va aller chercher pour notre production, notre entreprise, notre PME, et c'est ce qui est important à faire comprendre. N'y a-t-il que la production qui soit concernée par l'excellence, l'excellence opérationnelle, ou est-ce que le Lean et tous ces outils d'amélioration s'adressent-ils à l'ensemble des entreprises? En quoi le lean serait réservé juste à un secteur très particulier? Oui, il est né chez Toyota à l'origine, Toyota Production System, mais il s'est beaucoup étendu. Ce qui est intéressant, c'est que Toyota s'améliore depuis 1950. Donc en 75 ans, ils ont un peu d'avance dans cette démarche-là qui leur correspond dans leur culture par rapport aux autres industries automobiles. Mais ensuite, il s'est étendu à tout type d'industrie et dans tout type de secteur. Mais il ne s'est pas juste étendu en mode copier-coller. Il s'est étendu, il s'est adapté. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, le Lean Startup, le Lean Finance, le Lean Accounting, le Lean dans les services, le Lean Construction aussi, qui est un exemple dans le bâtiment, qui s'adapte, qui reprend les principes de base. Et puis, vous avez l'agile aussi. L'agile, il faut être agile aujourd'hui. Agile, c'est un mot presque plus désiré par les dirigeants parce qu'il s'adapte encore plus à l'humain peut-être que le Lean, qui paraît un peu trop technique. Mais l'agile aussi est quelque chose qui doit s'adapter en dehors de l'informatique et du développement informatique dans lequel il est né. Sinon, il est voué à l'échec. Donc oui, le lean peut se diffuser partout lorsqu'il est de manière pédagogique et co-construit avec les équipes terrain. Là, vous avez des organisations. Prenons l'exemple des GAFAM avec, par exemple, Netflix. Aujourd'hui, on dit Netflix No Rules Ruled. Eh bien, chez Netflix, ils sont lean d'une certaine manière, mais sans appliquer les outils du lean de base ou les outils de l'agile. Ils ont trouvé une autre manière dans leur culture, à leur sauce. Et vous, c'est quoi votre sauce, votre culture qui va aller vers du lean et de l'excellence opérationnelle? C'est la question à se poser tout en s'en inspirant. Alors si, je voudrais revenir quand même pour essayer d'avoir une approche finalement très simple en une phrase de ce que c'est que le Lean, hein. Est-ce qu'on peut résumer, François, en disant que c'est un ensemble de principes permettant d'installer l'efficience pour atteindre l'excellence de l'entreprise? Est-ce que cette phrase, la plus simple possible, permet d'être très clair sur finalement ce qu'est le Lean? Oui, j'aime beaucoup ta définition, hein, cet ensemble de principes pour installer, voire construire dans la durée, la maintenir, si tu veux, cette efficience pour atteindre l'excellence. Je dirais juste comme on est français, attention, on n'atteint quelque part jamais l'excellence, on y tend toujours, mais cette idée de perfectionniste qui Oui. peut parfois conduire à du gaspillage de surqualité est une tendance à vouloir aller vers l'excellence, mais peut-être sans jamais l'atteindre, mais toujours euh, nous y guider. On parle beaucoup enfin, depuis le début de l'entreprise, mais est-ce qu'on pourrait pas là aussi essayer de clarifier un peu, parce qu'entre l'auto-entreprise et puis enfin, des structures grands groupes, est-ce que finalement l'approche est la même? Et comment toi tu pourrais essayer de résumer en Oui. disant finalement et fondamentalement, pardon, Mhm. c'est quoi une entreprise? Alors, on va même l'étendre parce qu'on parle d'entreprise, souvent on pense à une entreprise privée, ça peut être une toute petite entreprise, une TPE, une PME, une ETI, voire même un grand groupe. Bah, toutes ces entreprises, pour l'instant privées, ont des clients. Elles ont aussi des ressources, des moyens en effet de production, mais aussi des ressources des personnes, des ressources humaines, des ressources financières, des ressources informatiques de production. Des process, on préfère souvent le terme process à processus, qui peut paraître plus lourd. En fait, c'est la même chose, il faut être clair et ça sonne juste mieux. Des process de réalisation de produits et de services, et puis aussi une organisation et un système de fonctionnement. On parle de système de production dans l'industrie, dans le service, ça va être un système informatique ou système de management globalement. Mais aussi, on peut l'étendre dans le service public. On ne parle pas d'entreprise dans le service public ou aux associations. Ce n'est pas des clients, c'est des usagers. Mais tout le reste est identique en fait. Vous avez des ressources, vous avez des process, vous avez une organisation. Donc ça s'intéresse finalement, ça concerne tout type d'organisation qui est censée délivrer des produits, des services pour rendre service. Je pense que c'est parfait, hein. Là, on a une vision un peu globale avec des notions essentielles pour une compréhension partagée. Et moi, j'ai envie de te poser la question, François, mais finalement, le but d'une entreprise, C'est quoi le but d'une entreprise? On pourrait dire que c'est gagner de l'argent, mais pas que. Mais il y a déjà gagné de l'argent. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui ne gagne pas de l'argent, elle ferme. Bah, c'est comme si vous prenez une entreprise, c'est votre maison, bah, vous gagnez plus d'argent, vous avez plus de dépenses, mais vous êtes en faillite. Donc une entreprise, pour être pérenne, doit gagner de l'argent. Mais ce n'est pas une finalité en tant que telle seule. Comment en produisant
et en réalisant des services qui apportent de la valeur par rapport à la concurrence. Pour qui les clients? Et dans quel intérêt? Ben, pour nourrir à la fois les personnes qui ont investi dans cette entreprise, qui s'y investissent aussi, que ce soit les actionnaires, mais aussi ben, les employés de cette entreprise et les partenaires qui vont contribuer à la réussite de cette entreprise. Merci. Enfin, cette notion qui me semble importante. Allez, on va revenir un peu maintenant plus sur l'outil Lean qui est lié à l'excellence opérationnelle. Est-ce que tu peux nous rapidement nous faire l'histoire du Lean? Tu as commencé un peu dans le début. Pour resituer un peu, finalement, le Lean existe depuis quand et qu'est-ce qu'il y a à la genèse? Oui, alors le Lean, on dit souvent qu'il est né au XXe siècle, notamment avec le Taylorisme appliqué chez Ford dans la révolution industrielle en début du XXe siècle, où quand même Ford est le premier à avoir produit des millions de véhicules, hein, quand même le million de véhicules en tout cas. Et on peut dire tout le monde peut avoir une Ford T, la fameuse noire, tant qu'il veuille que la couleur reste noire. Donc ça a Ouais. été quand même le début. Alors ça a été décrié parce qu'en effet, il y a les côtés Charlie Chaplin des temps modernes dedans, mais en même temps, vous avez augmenté la productivité par 3 à 5. Alors évidemment, il y a eu des abus qui sont inacceptables de nos jours, mais on retrouve encore aujourd'hui beaucoup d'organisations d'industrie et de services qui ne sont pas taylorisées, qui n'ont pas découpé, clarifié leurs tâches. Donc c'est important d'avoir quand même cette base, pas de manière trop mécaniste, mais de l'avoir. Ensuite, il y a Toyota, que j'ai déjà cité, dans les années 1950, qui a créé un nouveau système de production. Rappelons-nous, hein, 1950, au Japon, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a beaucoup été désindustrialisé, a eu beaucoup de dégâts. Donc, ils ont dû, avec un manque de ressources, un manque d'énergie, de matières premières, créer une nouvelle manière de produire qui était une manière de produire très fluide, très au juste de ce que j'ai, juste à temps, comme on dit. On n'avait pas le luxe de ne pas faire de bonne qualité. Et donc, ils ont développé pendant 20-30 ans ce système. Et les États-Unis ont commencé à regarder, lors des chocs pétroliers en 70-80, de se dire, mais tiens, c'est bizarre. Nous qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, avons continué de produire en masse, massivement dans nos usines, on réalise qu'avec l'explosion du prix du pétrole, c'est pas aussi simple, hein. Alors que les Japonais, eux, ils se remettent très très vite. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et c'est comme ça que les Américains, hein, Jones et Womack, ont découvert le TPS qu'ils ont renommé, qu'ils ont décidé d'appeler au MIT le Lean, qui veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mince. Et ils l'ont promu, les industries américaines s'en sont saisies, donc on peut dire que les Japonais ont copié un peu les Américains. Bon, là, on peut clairement dire que les Américains ont fortement copié les Japonais dans ce mode de production. Il y a une diffusion d'abord dans l'industrie, puis au-delà de l'industrie, ce qui fait que dans les années 90, la plupart des banques, des assurances, des services aux États-Unis, puis progressivement dans le monde, hein, parce que la vague du Lean est partie des États-Unis, mais s'est étendu dans l'Europe, mais aussi revenu dans l'Asie. Et à partir de ce moment-là, le Lean s'est diffusé dans beaucoup d'organisations. En parallèle, dans les années 2000, est arrivé l'Agile, qui prend des principes très proches du Lean à l'origine, qui est de s'orienter sur la valeur ajoutée, d'éliminer le gaspillage, en y rajoutant une composante humaine un peu plus forte, qui est moins parue au début du Lean ou du Toyota Production System pour une question de culture. Quand vous regardez la culture japonaise, le respect à la japonaise n'est pas le respect à la française ou à l'européenne, hein. Il y a un respect de la hiérarchie que notre culture française, comment dire, un peu révolutionnaire, n'accepte pas de la même manière, mais l'agile l'a clairement imposé. Donc c'est une vraie complémentarité sur toutes ces approches de Scrum. Mais juste une dernière phrase. Oui. Bien avant le taylorisme, il y avait des organisations qui étaient lean. Elles étaient plus militaires. Je pense à Vauban, par exemple, sous Louis XIV, qui a construit une centaine de forts. Donc des organisations militaires ou pré-industrielles ont existé et ont construit de manière vraiment répétitive et améliorée en continu, que ce soit des forts, que ce soit des bateaux, que ce soit des pyramides. Je m'arrêterai là. Merci, en tout cas, c'est passionnant. Allez, j'aime bien le chiffre 3. Est-ce que tu peux résumer, j'allais dire, avoir une approche avec trois grandes idées des grands principes du Lean. Toi, ce Oui. serait quoi? Merci. Et puis on en a partagé tous les deux et on est vraiment en phase là-dessus. Et je vois que beaucoup de gens qui ont intégré le Lean, pas que de manière mécaniste, ont aussi cette dynamique-là. Le premier, vraiment la première approche, c'est manager autrement. Si vous faites du Lean à l'ancienne, ça ne marchera pas avec un ancien management. Les gens vont voir, vous voulez réduire les coûts et c'est pas l'intention du Lean. L'intention du Lean, c'est de manager autrement. On parle de management 1.0, 2.0, 3.0 collaboratif. Il y a une culture aussi européenne, française, qui est différente des autres, qui consiste à faire grandir ensemble, qui n'est pas l'ancien, encore une fois, management. Donc la première chose, c'est vraiment de manager autrement. Deuxièmement, c'est le terme optimisé peut être perçu positivement par les dirigeants, mais négativement par
par le terrain. Et encore une fois, le lean, c'est la conjonction du terrain et de la direction. Donc, on va dire simplifier. Simplifier, du coup, la charge de travail, les aspects administratifs. Et enfin, le troisième sujet, au-delà de simplifier les process et de manager autrement, ça va être de traiter les problèmes. Traiter, pas forcément se noyer dedans. Comment on peut résoudre les problèmes qui arrivent et faire que les problèmes remontent et soient traités. Mais pour toi, quels sont les intérêts, les enjeux pour l'entreprise d'utiliser le Lean? Ah, je trouve que moi aussi, j'aime bien le chiffre 3 comme toi, donc je vais t'en donner trois. Le premier, c'est d'obtenir une efficience. Alors, c'est quoi l'efficience versus l'efficacité? Vous pouvez être efficace, mais en dépensant beaucoup d'énergie. Vous atteignez votre résultat, mais vous avez utilisé beaucoup de moyens. Et dans le Lean, on parle beaucoup d'efficience, c'est-à-dire à moindre coût. J'ai optimisé mes ressources pour atteindre cette efficacité. Ça, c'est un peu le comment. Mais j'aime bien aller encore plus loin. En anglais, on parle d'effectiveness, qui n'est pas l'efficiency dont je viens de parler. Et cette effectiveness, c'est quel est l'effet de levier? Hein, on prend souvent ce principe de Pareto qu'on utilise beaucoup dans le Lean. C'est quoi les 20% d'actions qui vont vous amener 80% de résultats? Mais il y a beaucoup dans le Lean, pour moi, cet effet de levier qui va m'apporter le plus. Alors, on ne gagne pas toujours, mais souvent ça donne cet effet de Pareto. Et c'est durable. Donc voilà, le premier gain, c'est vous avez une efficience. Vous développez vraiment une forme de compétitivité. Deuxièmement, cela garantit une forme de développement, de croissance. Ça contribue à votre stratégie, donc c'est un des leviers stratégiques les plus importants, le lean. C'est pas réduire les coûts, non, non, c'est aller contribuer à la croissance commerciale, de marché, des produits et des services d'aller plus vite. Et enfin, et je l'ai déjà dit en termes de performance durable, mais au-delà de la performance durable, ça garantit une forme de pérennité de votre organisation, de durabilité, lorsque vous l'alignez avec votre culture et un vrai positionnement unique de votre organisation. Quoi, finalement, et tu l'as utilisé à plusieurs reprises, le mot transformation. Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de transformation de l'entreprise? Est-ce que tu peux clarifier ça avec le chiffre 3, évidemment? Ok. Alors c'est intéressant que tu parles du terme transformation parce qu'il y a 30 ans, on n'en parlait pas, on parlait de changement. Transformation est un terme beaucoup plus récent qui est arrivé il y a 10, 15, 20 ans, hein. Et il y a une vraie transformation avec cette image de la chrysalide, de la chenille qui se transforme en papillon. Donc le lean, c'est pas des moyens mécanistes. Vous allez vous appuyer sur des principes, des méthodes, des outils, mais il y a vraiment cette dimension culturelle, notamment, comme tu le dis, sur cette première dimension Philippe, de donner de l'autonomie, plus d'autonomie aux équipes et équipiers qui vont trouver une forme de co-responsabilisation dans des équipes, par exemple, autonomes, c'est souvent cité. Deuxièmement, il y a toutes ces méthodes d'aller chercher dans les process ou dans les activités quotidiennes comment on peut les simplifier, mais aussi les digitaliser, les robotiser, les accompagner avec de l'IA aujourd'hui, hein, on dirait beaucoup plus ça. Et la troisième dimension, c'est une forme de maîtrise de là où ça nous coûte en fait. Là où on met trop d'efforts, et parfois c'est de l'énergie qu'on perd, hein. Je reprends les verbatims que tu as cités, il y a trop de charges, tout ça. Donc ces problématiques-là, on y retrouve derrière. Quand il y a des difficultés, des irritants, c'est intéressant d'aller voir parce que c'est une opportunité de se dire combien ça nous coûte et comment on peut maîtriser ces coûts et cet effort pour le rendre le plus optimal possible. Alors, je reviens, quelle différence, toi, fais-tu entre améliorer, innover, transformer? Alors, Ah, on pourrait mettre, ouais, c'est une super question et je te remercie de la poser parce qu'on fait souvent le mélange entre ces termes-là. Améliorer, et c'est bien que tu l'aies mis aussi dans cet ordre-là, toujours ces trois mots. Améliorer, c'est quelque chose en continu. Moi, j'aime bien, il y a une matrice que j'ai vue chez Harvard. J'ai fait beaucoup de projets et de programmes, hein, comme Ariane 6 que j'ai pu accompagner. Et ils mettent une matrice en termes d'incertitude et de complexité. T'imagines en horizontal, c'est ouais. l'incertitude. Plus tu vas à droite, plus c'est incertain. Et complexité en vertical, plus tu es en haut, plus tu es complexe. Et ils disent l'amélioration étant bas à gauche, c'est-à-dire tu as une assez faible complexité et tu as une assez faible incertitude. Tu peux améliorer des process que tu as sous la main avec des idées. Et c'est un peu Toyota est né comme ça au début, on a mis avec plein de petites améliorations continues. Et c'est indispensable de le faire parce que ça donne de l'énergie au terrain. Après, l'innovation, c'est ce qui va être tout à droite dans l'incertitude qui est élevée. Et l'innovation va te permettre de gérer cette incertitude et d'aller plus loin. Et la transformation, ça va être ce mélange avec de l'incertitude. Donc, on va monter avec plus de complexité. On ne sait pas quelle est la cible. La différence entre transformer et améliorer, c'est que la cible, elle n'est pas connue. On ne sait pas, on sait où on veut aller, mais on ne sait pas la cible qu'on va avoir. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus avec l'accélération de l'incertitude aujourd'hui. Eh ben donc, ça me donne l'occasion d'en savoir plus, et au-delà du Lean et des approches. On a parlé d'agile, on a parlé d'approche VICA ou FUCA, tu viens de parler d'incertitude, de la digitalisation. On a abordé l'intelligence artificielle, oui, et ça me fait penser également à l'intelligence collective. Est-ce que tu peux,
prendre le temps de nous expliquer finalement les évolutions dans le temps de la méthode Lean. Oui. Et aujourd'hui, face à cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui en 2024, qu'est-ce que tu peux nous amener comme précision là-dessus? Qu'on Ouais, comprenne bien un peu Mhm. l'évolution des choses dans le temps. Ouais. Je te remercie pour cette question parce qu'on est souvent perdu. On se dit, ah, mais j'ai raté telle méthode, est-ce que j'ai raté quelque chose d'important? En fait, il est important de noter en prise de recul que toutes ces méthodes sont intégrées les unes dans les autres et sont reliées les unes aux autres. En fait, il y a un mécanisme comme dans notre cerveau où il y a d'abord notre partie reptilienne, hein, le cervelet, qui a permis ensuite de construire le cerveau limbique qui est au cœur de notre tête, et puis après le cerveau aujourd'hui exécutif qui est devant, hein, qui permet de réfléchir. Et bien c'est pareil avec ces méthodes-là. Il ne faut pas rejeter les anciennes méthodes, il faut capitaliser, les faire évoluer. Donc le lean est toujours là en fait. Il continue d'évoluer, il est toujours à la base et il sera toujours nécessaire en fait. Mais il prend des formes différentes, notamment avec l'agile. L'agile, qui vient du monde de l'informatique, est beaucoup basé sur ce qu'on appelle cette notion de build, c'est-à-dire des projets. Je vais faire quelque chose de nouveau, je vais avoir de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc l'agile, c'est la version build, on va dire, du run. Alors j'ai dit deux termes en anglais, c'est horrible. Le run, c'est l'activité récurrente. Ça veut dire que le lean, ça aussi c'est un terme en anglais, mais le lean, puisqu'on en parle beaucoup ici, c'est né dans la production des activités répétitives. Je fais les mêmes tâches. L'agile, c'est je vais faire des tâches différentes pour créer des nouveaux produits. C'est pour ça qu'on voit que les deux sont hyper indispensables. Et c'est pour ça que l'agile est né dans l'informatique, parce que dans l'informatique, c'est beaucoup plus facile de créer de nouveaux produits. Vous faites une nouvelle ligne de code, 2, 3 semaines après, vous avez une nouvelle itération. C'est utile, alors que dans l'industrie, pour changer une ligne de production, il faut un peu plus de temps. Mais les principes sont sous-jacents, sont identiques. On retrouve des deux côtés, il faut s'orienter sur la valeur versus le gaspillage, il faut avancer sans être parfait, il faut itérer progressivement, et puis il faut qu'on construise ensemble pour que le collectif puisse améliorer et mettre ses idées en place. Donc voilà pour l'agile de manière très succincte. Aujourd'hui, il y a énormément aussi de développement de l'agile en forme d'intégration qui sont le Scrum of Scrum, qui sont le Safe. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais qui permettent de passer à l'échelle, tout comme le Lean passe à l'échelle. Il y a aussi l'incertitude que tu as citée, qui nous encourage, même nous impose en fait, il faut être clair, à être itéré, à itérer, à être agile, à être adaptable. Évidemment, la digitalisation, on a beaucoup parlé il y a 15, 20 ans, il fallait que tous les process soient dématérialisés, on s'en rappelle encore, on en parle beaucoup, la digitalisation Ouais. et la robotisation, évidemment, qui continuent d'évoluer, basées avec de plus en plus d'intégration avec les systèmes de base de données, de data management. Et il y a l'IA, qui est une forme d'automatisation. Mais je tiens à dire de quelque chose vraiment de fondamental. N'allez pas sur la digitalisation, la numérisation, la dématérialisation, la robotisation ou l'IA, si vous n'avez pas fait d'excellence opérationnelle avant. Parce que vous allez automatiser des mauvaises habitudes. Vous allez mettre dans de l'informatique, dans l'IA, des choses qui ne sont pas du tout optimales et vous allez accepter et valider dans la durée du gaspillage. Je me rappelle des cuisines Schmitt que j'ai fait intervenir il y a une dizaine d'années. Ils nous ont dit, mais avant de robotiser nos usines, on a vraiment optimisé notre manière de travailler. On l'a fait en collectif avec nos équipes. Sinon, on aurait robotisé des choses inutiles qui nous auraient coûté énormément d'énergie et d'argent. Donc, beaucoup d'entreprises, notamment des TPE et des PME, hein, qui sont notamment à l'écoute particulièrement de ce podcast, vont d'abord faire de la digitalisation, des maths, mettre de l'IA. Mais c'est pas long, prenez quelques jours de prise de recul. C'est quoi mes process clés? Et ce qui marche et ce qui marche pas, écoutez un peu vos équipes, ça va permettre de les embarquer, ça va faciliter leur appropriation et leur envie d'aller vers tous ces outils dont on a besoin aujourd'hui, hein, très clairement. Et juste une dernière phrase, tu as parlé de VUCA, hein, ou de VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. Moi, je lui préfère aujourd'hui le terme qui est apparu très récemment de BANI, en anglais, BANI pour brittle, anxiogène, non linéaire et inconnu. Je voulais juste mesurer le poids de ces 4 mots. Brittle, fragile, toute entreprise est très fragile aujourd'hui. Anxiogène, on reconnaît que cet environnement est anxieux, on le sait, hein, on le vit tous les jours. Et il y a de plus en plus de crises, d'incertitudes. Donc on a dépassé le terme d'incertitude, on dit que c'est anxiogène, non linéaire, c'est-à-dire ce que vous avez vu avant peut totalement partir en vrille demain. Et surtout, c'est plus incertain, c'est inconnu. On est en terrain incognita. Alors évidemment, il y a quand même des bases, mais c'est important de prendre ça en considération pour garder un cap et le travailler en collaboratif avec quelques membres de l'équipe, ça vous garantit une forme de stabilité dans la tempête. Ouais, puis on le voit, hein, on a quand même
un environnement qui évolue, Ouais. je trouve très, très rapidement Oui. et de façon inconnue, tu l'as bien. Et je voulais souligner simplement l'importance de l'humain dans ça Mm. et le fait d'avoir cette approche ligne structurée avec une grosse composante humaine, sans quoi ça ne fonctionne pas. Et je suis en train de penser que moi j'ai tendance à parler de culture lean, mais les Japonais parlaient de philosophie du lean. Ouais. Franchement, au démarrage, enfin quand je me suis lancé dans le lean et dans le Six Sigma, je trouvais ça un peu abusif de parler de philosophie, mais avec le temps, je me suis rendu compte que non, ils ont raison. Enfin, les Japonais généralement, quand ils font les choses, ils le font de façon humble. Est-ce que tu partages déjà ma vision? Et toi, c'est quoi les fondamentaux finalement de cette Mm. culture lean, voire de cette philosophie lean? Bah, je te remercie de me poser la question. Moi, j'ai beaucoup aimé un film, Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, qui était sur l'histoire des derniers samouraïs quand le Japon a commencé à s'industrialiser. Et dans ce film, il y a un moment qui est fort où il découvre la vie des derniers samouraïs. Il se dit, mais j'ai jamais compris en quoi le terme samouraï signifie servir. Et ce film vous fait partie vraiment ce message, le samouraï au service de son empereur, tout comme l'employé n'est pas au service de son DG ou de son PDG ou de son directeur d'usine, mais il est au service de ses clients. C'est vraiment cette notion client, d'orientation. Tu as commencé par expérience client. Comment le client va être content. Mais encore une fois, sans subir le client qui n'arrête pas de changer de besoin. C'est caduque de plus en plus les besoins aujourd'hui. Mais en fait, quelque part, on est là parce que... Et ça donne de l'utilité, ça donne du sens. Donc oui, il y a cette philosophie d'abord du client. Après, il y a les femmes et les hommes de l'organisation avec lesquels on travaille et tous les partenaires. Ça, c'est fondamental. Enfin, moi, celui que je préfère, c'est l'amélioration continue. Avoir le sentiment de progresser, de transformer pas à pas. Même s'il y a des hauts et des bas et que c'est pas toujours en tendance haute, hein, il peut y avoir des variations vers le bas, mais d'avoir le sentiment de continuer à grandir. Et puis, et ça, c'est fondamental dans le ligne et on ne le voit pas beaucoup ailleurs, c'est d'aller sur le terrain, d'être proche de la réalité. Et ça, c'est ce qui tue beaucoup d'organisations dès qu'on passe la centaine de personnes ou les managers, encore plus en France, mais aussi pas mal aux États-Unis. Hein, c'est une culture assez européenne, anglo-saxonne. Moi, je suis dans des bureaux, votre problème, il est en bas. Non, justement, d'aller sur le terrain, ça fait la différence. Et je veux juste compléter avec ce que tu as dit, puisque tu m'as parlé de beaucoup d'humains. Avec Polytechnique Executive Education, on étudie énormément. C'est quoi le mindset agile? C'est quoi la philosophie agile? Tout comme la philosophie Lean. Tu retrouves dans cette philosophie ces notions d'humain par la capacité d'anticiper d'être proactif d'une certaine manière, de créer la confiance, mais aussi de collaborer, de coopérer en collectif. Donc il y a toutes ces notions-là d'humain qui sont indispensables. Si tu penses que philosophie, c'est théorique, non, c'est un véritable art de vivre. Et tout ça, ça me fait penser, effectivement, quand on parle de culture, la culture qui m'a animé quand j'étais petit, c'est la culture du bon sens, le bon sens paysan. Est-ce que on a perdu ce bon sens paysan? Est-ce que tu l'associerais à Ouline et à euh, Alors, tout cela? c'est une super question, celle-là, et je pense que l'interprétation de chacun sur le fameux GBSP, gros bon sens paysan, est Ouais. différente pour chacun. Et ça vaut le coup de revenir un peu sur les définitions. Alors, j'ai pas ici vérité, hein, je me suis moi-même renseigné à ChatGPT, mais ça veut dire quoi pour toi le bon sens paysan? Bah, ce qui est bon, ce qui paraît évident, ce qui aide d'ailleurs paysan, hein, c'est que ça vient de la terre, donc c'est terrain. Ça aussi, c'est bien. Et puis le sens, ce qui fait sens, ce qui donne du sens. Alors oui, parce qu'en effet, il y a beaucoup d'outils du ligne qui viennent du terrain, ils sont logiques, et non, parce que le gros bon sens paysan est souvent perçu de manière différente par chacun, et puis il n'est pas forcément mis en œuvre, en fait. Donc on pourrait dire, et je ne suis pas non plus satisfait par cette définition, mais ça permet de progresser un peu plus vers là, que c'est du gros bon sens industrialisé, parce que déjà il y a du collectif, mais quand on dit industrialisé, si on pense au temps moderne de Charlie Chaplin, c'est pas ça non plus, mais on pourrait dire gros bon sens paysan, organisé collectivement et qui s'améliore en continu. Oui, c'est ça. Quoi doit-on apprendre et ancrer ces valeurs finalement qu'on a vu depuis le début Ouais. de cette interview? Ça va me permet de revenir finalement sur l'humain. Pourquoi, Tout à fait. comment arriver à s'approprier Ouais. ces valeurs et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important pour une organisation, pour une structure, même pour la maison, hein, de toute façon. Ouais, c'est cette phrase-là, moi, qui me parle beaucoup, comme pour à la maison. En fait, le lean, ça commence par soi. Le lean, c'est
Comment est-ce que j'utilise ma journée? Est-ce que ce que je fais a de la valeur ajoutée? Alors vous allez me dire, mais c'est horrible, on peut pas dire que de passer du temps avec ses proches c'est de la valeur ajoutée. Si, parce que c'est important pour moi d'être avec mes proches. Et dans le travail, le but, c'est pas forcément de passer du bon temps entre proches. Le but au travail, c'est d'apporter de la valeur, collectivement, d'entreprendre, de créer quelque chose. Donc oui, il y a des vraies valeurs derrière le Lean qui vont être différentes les unes des autres. Et dans ces valeurs, il y a notamment celle de servir, de manager de manière différente. En fait, donc le Lean va permettre de revenir à cette première qualité qu'on a dit, c'est pas le management 1.0, c'est le management 3.0. Ça va aussi simplifier les process, cette deuxième valeur qu'on a dit, hein, très clairement, et puis de résoudre les problèmes aussi durablement, parce qu'on a tous des problèmes, et que plus les problèmes sont importants, plus on a de l'impact, plus on va avoir de la responsabilité. Donc pour ça, des outils, si vous découvrez le Lean et que c'est récent pour vous, que les qualiticiens connaissent tous, donc si vous avez de la qualité proche de vous dans votre organisation, vous pourrez retourner vers eux. Le fameux PDCA, le Plan Do Check Act, est déjà une très bonne marche qui permet de structurer, on prépare, on réalise, on vérifie que c'est bon, on corrige, c'est-à-dire qu'on ajuste. Et puis derrière, si le terme surveiller vous plaît pas, vous mettez une forme de suivi en continu, ce qui vous permet d'aller vers plus de maîtrise et d'apprendre des erreurs. Parce que on ne peut grandir que dans notre zone d'inconfort. Ça, pour moi, c'est la phrase la plus importante en termes de culture. On a le sentiment qu'on s'améliore lorsqu'on est en zone de confort, c'est-à-dire qu'on fait la même chose que d'habitude. Ouais. C'était peut-être vrai il y a 30, 40 ans quand on était sûr qu'on produisait les mêmes choses pendant plusieurs années, en fait. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Même des gens qui font des tâches très répétitives, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient de production industrielle, ça va changer. Ça va changer dans les 6 mois, dans les 2, 3 ans. Sinon, le produit, il sera plus pérenne en fait. Donc, il y a cette question de se challenger un petit peu, mais d'avoir ce plaisir de se challenger pour grandir. Maintenant, je te propose, si tu le veux bien, de rentrer dans les trois grands principes du Lean, de le détailler, alors pas complètement, puisque des podcasts seront dédiés à Mhm. ces trois valeurs, qui est le manager autrement, de simplifier les processus et de traiter les problèmes au fil de l'eau. Pourquoi finalement cette chronologie et ne serait-ce pas le fameux bon sens paysan finalement? Bah si, il y a vraiment cette notion de bon sens paysan, mais encore une fois, tu connais des entreprises qui ont dit notre valeur c'est le bon sens paysan et voilà comment on va le faire. C'est une Ouais. idée, c'est un concept qui est pertinent, mais qui n'est pas opérationnel en fait. C'est un beau concept, je suis d'accord. Maintenant, dites-moi comment vous le faites. Un tel va faire de cette manière-là, il va produire cette pièce de cette manière-là, l'autre va le faire autrement. Si vous n'avez pas une méthode, un standard, comme on dit dans le jargon chez nous, un mode opératoire, un standard qui est partagé, qui est amélioré en continu, eh ben, le bon sens paysan va ne rester qu'une idée. Et vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes un artisan dans votre coin, et c'est très bien si vous êtes heureux comme ça. Mais quand vous voulez avoir une entreprise qui réussit et qui est pérenne, vous devez développer du pragmatisme, une forme d'expérience cumulée, une méthode qui permet de le structurer de manière globale. Donc oui, il y a des similitudes. Le gros bon sens paysan apporte cette forme de pragmatisme, d'efficacité, de simplicité, mais il y a des vraies différences, à la fois sur l'origine, quand même, quand tu regardes le lean ou l'agile, il y a des vraies méthodes derrière, qui ont été validées, qui ont été formalisées, qu'il faut s'approprier, qu'il faut s'ajuster dans notre contexte. Et c'est vraiment cet ensemble cohérent, on va dire, un système d'une entreprise va être différent sur une autre, qui va faire que c'est pérenne. Est-ce que c'est comparaison ou complémentarité entre le Lean et le BSP? Pour moi, ça se compare pas parce que j'ai vu aucune entreprise où un manager, un dirigeant m'a dit, ben ici, on pilote selon le BSP. Donc toi, il n'y a pas de concurrence en fait entre les deux. Hmm. Il y a plus une forme de complémentarité, comme tu dis, et c'est très important parce que j'ai vu pas mal d'organisations aussi qui avaient des systèmes qualité ou des systèmes d'excellence opérationnelle assez complexes et qui faisaient qu'on perdait de vue le bon sens paysan. Donc, tu as raison de le rappeler. Il faut toujours revenir au bon sens paysan qui va aider le manager sur le terrain, mais lui qui va rester dans un bon sens paysan très peut-être trop simpliste et pas efficace, il va falloir qu'il soit aussi aidé. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, oui, il y a une complémentarité entre les deux. On ne peut pas rester dans le bon sens paysan parce que c'est difficile à saisir, c'est assez intangible, même si c'est bien dans l'esprit. Donc, le Lean va apporter cette dimension d'outils, de techniques concrètes, de portée, d'application, et qui va faire en sorte que ça va être cohérent et ça va être aligné avec la culture de l'entreprise. Mais c'est quoi finalement manager autrement? Ah, ça, c'est une super question. Et c'est là où tous les deux, on adore le Lean.
Parce que manager autrement, c'est pas des idées et des concepts comme le bon sens paysan. Manager autrement, c'est avec des outils, concrètement. C'est-à-dire que vous avez toutes ces approches de leadership. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'essence du leadership où j'ai étudié, et il y a des milliers de livres sur le leadership, des dizaines de milliers de livres qui sortent chaque année, en fait, qui vous disent, faut faire comme ça, comme ça, comme ça, avec plein de bonnes idées, en fait. Mais c'est des bonnes idées et l'enfer est pavé de bonnes intentions. En fait, ce qu'il faut, c'est être concret. Et le lean est concret. Il va vous proposer du management visuel. Il va vous proposer d'aller identifier les problèmes, de les caractériser et de les améliorer. Il va vous proposer de gérer l'espace. Donc, on va pas être que dans les outils, mais vous allez avoir des outils concrets pour incarner ce manager autrement, qui est passé d'un management de sachant ou purement technique à un management inspirant, embarquant. Et pareil, d'un management directif qui impose, qui ne peut plus imposer aujourd'hui un management imprenant, collaboratif, co-constructif quelque part, ce qui va permettre de partager et d'être participatif. Nous sommes vraiment dans la fameuse organisation apprenante, hein. Ça a été très, très tendance il y a 2, 3 décennies de Peter Senge, la cinquième discipline. Et bien là, vous pouvez clairement la mettre en œuvre parce que vous avez des outils concrets qui permettent de fédérer l'humain autour d'un projet, autour d'améliorations concrètes dans chaque équipe, de savoir travailler ensemble. C'est formalisé, vous pouvez le mesurer en harmonie, en coordination avec l'ensemble de l'organisation. Aborder un peu l'apprentissage et la communication. Pour toi, c'est quoi la communication? Est-ce que c'est important, essentiel dans ces démarches et dans Ouais, surtout le oui. manager autrement? Ouais, ou dans Manager autrement, et puis dans toute entreprise, en fait. Moi, j'aime beaucoup cette remarque que j'ai vue chez Harvard sur la gestion de projet. Alors, je regarde beaucoup Harvard parce que les dirigeants regardent beaucoup Harvard. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pas mal d'idées innovantes et ils font des synthèses souvent assez pertinentes. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur des gros programmes, des gros projets, je me posais la question, c'est quoi les compétences d'un chef de projet? Est-ce que c'est de la méthode, des outils comme le Gantt, etc. Ils disent que 70 à 85% des compétences du chef de projet, c'est d'être communicant, de savoir parler, de savoir s'ajuster par rapport aux autres. Donc communiquer est essentiel, et pas que sur les programmes et les projets, encore plus sur ce type de démarche, parce que si j'arrive en disant, comme je l'ai vu à plein de reprises, je suis expert du Lean, je vais vous dire comment faire, ça ne marche pas. Les gens Ouais. du terrain, ils vont vous répondre, ça n'a pas été inventé ici, chez nous c'est différent, repars avec tes outils. Non, il y a une forme de co-construction, et comme on est tous différents, on a des consciences, on pourrait dire, différentes, on apprend différemment le fait de communiquer. C'est moi, je vais faire un effort pour comprendre là où tu en es et comment on peut trouver ensemble la manière d'avancer. Donc oui, savoir se parler est plus qu'essentiel tout le temps. Après, il ne faut pas passer son temps à parler non plus. Il faut trouver la bonne optimisation sur la communication. Ouais. Et moi, je pense que ce qui est important finalement, enfin, pourquoi tout ce travail sur la communication, le truc essentiel, c'est pour arriver à finalement se comprendre. Mm. Dès qu'il y a de l'incompréhension, il y a de l'incertitude et puis on repart dans, voire Mm. même le chaos aujourd'hui ou l'inconnu. Et ça, c'est un bon outil pour justement arriver à ça. On a rappelé, et tu l'as rappelé assez largement, l'humain. Nous ne sommes pas des robots. Il faut qu'on arrive à un moment à se comprendre et on verra comment on y arrive justement à se comprendre de façon collégiale, collective. Pourquoi l'apprentissage est fondamental, entre autres, dans la communication? Parce qu'on Généralement, voit c'est que, lié. ouais, c'est très juste, c'est de l'amélioration continue. En fait, le lean, vous l'appliquez à la fois sur les méthodes, les outils, mais aussi sur la communication. Ou si le terme communication vous dérange, c'est sur la relation ou l'interaction ou la collaboration en collectif, hein. Faut être très clair. Il y a un outil d'ailleurs que j'aimerais bien citer, que j'aime beaucoup du lean, qui est le fameux stand-up meeting ou le management visuel, les animations Ouais. intervalles courts. Alors, bref, il y a plein de termes autour de ça. C'est le point d'équipe régulier qui peut être toutes les semaines ou tous les jours s'il est très court, hein, de 5 à 10 minutes. Et dans cet outil, c'est pour moi une opportunité concrète de mieux communiquer. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez au monde sur la communication. Ce qui va faire la différence, c'est la pratique de manière régulière. Parce que vous allez ancrer des habitudes et les cultures sont des formes d'habitudes et de réflexes qui sont ancrés. Donc apprendre à se parler, à communiquer, c'est notamment dans ces stand-up meetings, dans ces managements visuels, dans ces briefings, où on va s'écouter tout en restant efficaces les uns par rapport aux autres. Au-delà de cet outil-là, il y a beaucoup de managers qui mettent en place des one-to-one, des entretiens individuels réguliers avec leurs équipes de 10 minutes. Et ça aussi, c'est un espace où la communication est clé. Enfin, je vais l'étendre à tous les points, notamment par exemple les points de Gemba quand on va sur le terrain. On dit dans le Ouais. Lean,
c'est pas imposé, mais c'est fortement conseillé, c'est que les problèmes, ils remontent du terrain. Vous allez observer le terrain ne serait-ce que 10, 15 minutes. Alors, ça peut être l'usine, ça peut être le site, ou ça peut être les bureaux, en allant voir les gens, comment ça se passe, pas dans l'intention de les surveiller, mais dans l'intention d'échanger, comment ça va, d'être à l'écoute des problèmes. C'est de la communication, en fait, à ce moment-là. Et ça permet d'initier quels sont les problèmes les plus importants que vous allez ensuite pouvoir résoudre. Il y a d'autres façons de communiquer de façon simple, efficace, pour finalement se comprendre. Oui, eh ben, il y a plein de techniques aujourd'hui dans l'organisation, mais je vais te laisser compléter. Il y a en effet tous les outils digitaux qui nous permettent d'échanger aujourd'hui. Vous avez de plus en plus de messagerie instantanée, de médias qui aussi communiquent sur les sites Internet. Les présentations PowerPoint qu'on voit dans plein d'entreprises sont des formes de communication dans les réunions, dans les reportings. Et souvent, d'ailleurs, la question que j'aime bien poser, puisque je suis passionné par tout ce qui est rituel et gouvernance, c'est quelle est l'efficacité de cette réunion, de cette communication? Je parle en termes Exactement. d'efficacité, attention, c'est pas que mécaniste. C'est en termes de est-ce que j'ai pas perdu mon temps pendant cette réunion, en quoi elle m'a été utile et comment la prochaine fois je pourrais l'améliorer. Donc vous avez encore cet esprit du lean, d'amélioration continue dans notre communication et dans toutes nos instances qui nous permettent d'échanger. C'est vrai, ça me fait penser que bien souvent, pour expliquer la valeur ajoutée d'une réunion, en fin de réunion, je disais, voilà, nous sommes 20 autour de la table, on a passé 1 heure, ça a Ouais. coûté tant, est-ce qu'on a gagné cette somme Mhm. finalement? Et si oui, la réunion a servi à quelque chose, sinon, elle a servi à rien. Ouais, tout à fait. Et on a perdu notre temps et c'est du gaspillage. Oui, et puis je pensais surtout, autre moyen de communiquer, hein, on pense souvent aux échanges oraux, verbaux, mais il y a beaucoup de visuels également et Mhm. le management visuel, et on aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, au travers de podcasts. Et pour moi, un bon moyen également de faire comprendre de façon simple, efficace et sans dérive possible. Mais on aura l'occasion d'échanger largement là-dessus. Je voudrais qu'on passe au point numéro 2, qui est la simplification des processus. Ah, Pourquoi simplifier mhm. les processus? Finalement, c'est quoi un processus? Parce qu'on parle de process, de processus, de procédure, de procédé. Merci. Déjà, on est avec France Qualité et l'IFCO partenaire avec France Processus, donc on connaît bien cette association aussi qui promeut toutes ces démarches processus. Alors, un processus, c'est quoi? C'est un ensemble d'actions, d'opérations qui sont nécessaires finalement à la réalisation d'un produit ou d'un service ou en interne de répondre à une question. On peut parler d'un processus de formation entre l'expression des besoins à l'origine des personnes qui vont être formées jusqu'à la fin. Eh bien, on a réalisé la formation. Vous avez des étapes différentes. Alors là, c'est un processus on va dire, de service, un processus industriel. C'est depuis l'élaboration du besoin, quand on a le besoin du produit, comment on va récupérer les matières premières, comment on va les assembler jusqu'à la fin, finaliser le produit. Donc en fait, une organisation est un ensemble de processus, mais toute personne dans l'entreprise a du mal à le voir parce qu'il est spécialisé, on va dire, ou référent dans cette activité et il est traversé par d'où ces différents processus. Moi, j'aime bien dire qu'il y a 3 types de processus. Il y a des processus physiques, de construction de produits, d'appareils. Il y a des processus transactionnels, on va dire, d'échange d'informations ou autres, par exemple une réclamation ou une formation. Une réclamation, c'est quelque chose qui était papier à l'origine, maintenant qui est de plus en plus digital, et on voit bien que c'est un processus transactionnel. Et puis, il y a des processus, on va dire, informationnels, comme par exemple faire une réunion. C'est un processus. Réussir une réunion, un reporting, c'est un processus d'équipe qui se retrouve. Ensuite, tu l'as cité, il y a processus, procédure, procédé. Tous ces termes-là sont des variantes qui sont souvent, il faut le dire, et le reconnaître, perçues de manière plutôt négative, notamment procédure. Ça fait lourd, ça fait contrainte, ça fait réglementation. Et malheureusement, même si toi et moi, on fait référence à l'ISO qu'on utilise et qu'on applique, parce que beaucoup d'organisations le font, c'est souvent aussi perçu en interne comme une contrainte. Alors qu'un process peut être à votre service. Il peut vous rendre service. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, j'utilise beaucoup le terme de process en interne. Donc, ces process, ils ne sont pas efficaces aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas. C'est un des exemples de Taishi Ono, le fondateur japonais du Toyota Production System, qui mettait en fait les personnes qu'il voulait faire développer dans le terme du TPS, il les mettait devant la ligne de production pendant une demi-journée, puis une journée, puis une semaine, en leur posant la question, vous voyez la ligne de production, en d'autres termes le process, les voitures en train d'être construites, qu'est-ce que vous observez? Eh ben, on observe que le process, il n'est pas toujours efficace, que tel opérateur, il n'a pas sa matière première, il n'a pas ses outils, il est obligé de perdre du temps à faire ça.
Donc l'amélioration du process, elle est vraiment fondamentale. Et c'est difficile à saisir en interne quand vous n'avez pas les outils et les méthodes. Donc, il y a vraiment ce besoin d'aller voir les process que l'on ne voit pas. C'est pas la chasse gardée des qualiticiens. Moi, je le vois hein, dans énormément d'organisations. Il y a la qualité qui, pour être ISO, pour appliquer des process qualité, va aller prendre son bâton de pèlerin et va aller voir les opérationnels en disant comment tu fais cette tâche-là, comment c'est formalisé, parce que l'ISO dit qu'il faut formaliser, il faut dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit, hein. Mais attention, c'est pas le but d'être ISO. Le but d'être ISO, c'est aussi de l'amélioration continue. Donc, voyez les qualiticiens différemment demain. Voyez-les comme des personnes qui vont vous aider à voir en transverse où là aussi, vous avez des capacités de vous améliorer. Hein, je citerai, parce qu'on en a parlé, et tu aimais bien cette citation aussi, que j'apprécie beaucoup, de Fujisho, pardon, le président honoraire de Toyota Motor Corporation. Nous obtenons des résultats brillants avec des gens ordinaires. C'est vraiment important de savoir ça. Oui, vous pouvez recruter des top talents, mais vous avez aussi des résultats brillants avec des gens ordinaires, manageant des processus performants. C'est important de noter ça. Pendant que nos concurrents ont des résultats moyens ou pires, moi je dirais variables et dangereux, avec des gens brillants manageant des processus défaillants. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que des gens moyens. Vous avez aussi des top players, vous aurez aussi des gens top. Et en même temps, si vous avez des process que ces gens-là vont améliorer, parce que ces process, ils sont top aujourd'hui, mais ils sont pas top demain si vous n'avez pas d'amélioration continue dessus. Donc, c'est à intégrer. Et cette phrase, oui, il faut prendre un peu de hauteur pour la comprendre, mais elle est tellement révélatrice de Mm. j'ai la tête dans le guidon en permanence pour essayer de produire le plus Ouais. possible. Et puis, ben, finalement, pour arriver à ce que des gens, je vais dire qui sont moyens, arrivent à faire aussi bien, voire mieux que des gens, des ingénieurs, Mhm. ben, ça passe par quelques outils. Ça passe Ouais. pour moi par quelque chose d'important finalement. Toujours pour arriver à se comprendre, c'est passer du verbal à l'écrit, Mhm. si je peux m'exprimer ainsi, et quels sont finalement les outils qui vont nous permettre de passer du blablabla à quelque chose que l'on peut partager de façon commune. Comment ancrer finalement tout ce qu'on se Mhm. dit pour le garder, pour avoir quelque chose de pérenne. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quels sont les outils qui existent et qui nous Oui, tout permettent à fait. d'ancrer ces processus, enfin de concrétiser, j'allais dire, ces processus? Enfin, juste, alors, il y a plusieurs outils hein, qui existent, qui sont, comme tu le dis, ils permettent de formaliser, mais aussi de manière visuelle. C'est intéressant qu'il faut le noter. Là encore, les outils vont être puissants parce qu'on va voir là où on est efficace, là où on l'est moins de manière visuelle. Donc, un des premiers outils qu'on aime beaucoup parce qu'il permet à n'importe qui de s'intéresser au client, que ce soit un client interne, c'est-à-dire la personne avec qui je vais travailler dans l'entreprise et qui va prendre ce que je vais produire pour aller plus loin, ou des clients externes, c'est l'écoute client, la fameuse voix du client, Voice of Customer. Évidemment, vous n'allez pas écouter que les clients, vous allez écouter aussi votre management, vous allez écouter aussi vos employés. Donc, la voix du client, Voice of Customer, qu'on utilise beaucoup tout le temps est vraiment très très utile pour être à l'écoute de cette fameuse expérience client. Ensuite, il y a un outil un peu plus technique, je ne vais pas m'y appesantir, mais sachez qu'il y a différentes graduations d'outils. Et là, je pense par exemple à l'outil SIPOC, qui est un outil qui vient plus peut-être du Six Sigma, mais qui complète tout à fait notamment la dimension processus, qui s'appelle, alors c'est du jargon encore anglais, Ouais. Supplier Input Process Output Customer, en français dans le terme. Vous dites, c'est quoi le début de mon processus? Qu'est-ce qu'il y a, de quoi il a besoin pour fonctionner? C'est quoi la fin du processus? C'est quoi les sorties du processus? Et puis vous regardez, c'est quoi les attentes qu'il y a à la fois en entrée et en sortie? Alors on pourrait se dire, mais c'est compliqué ce que tu dis là, François, et j'en conviens, hein. Mais imaginez que votre processus est une boîte noire, vous regardez ce qui rentre dans la boîte, qui sort de la boîte et ce que vous en attendez. Et d'avoir cette vision-là en collectif, ça permet vraiment de définir le périmètre, de définir les objectifs et de s'assurer que vous êtes clair sur le périmètre que vous allez pouvoir améliorer. Enfin, Enfin, oui, si vas-y, tu me vas-y. permets, Bien François, un sûr, point hyper important, et je trouve que le CIPOC nous aide justement à ne pas oublier que le plus important, c'est de comprendre ce que veut le client et de tout le à fait. concrétiser, c'est-à-dire de Mhm, transformer. C'est pour ça que mhm, l'outil écoute client CIPOC permet de mhm. transformer finalement ce Très que veut juste. le client, son besoin, en quelque chose de plus factuel Mhm, et industrialisable. Je peux ouais. m'exprimer ainsi. C'est ça l'importance de ces outils. Là aussi, je précise que nous reviendrons en détail sur ces outils. On prendra le temps.
de vous expliquer tout ça au travers des différents podcasts, la douzaine de différents podcasts que nous allons réaliser. Et la VSM, alors VSM, je suis Ah, tu toujours l'as dit. assez vigilant sur les termes en anglais que Ouais, tout à j'utilise en fait. France. Ouais, très Ça, juste. voilà, j'essaye toujours de parler en termes en français. Bien sûr. Ça, je suis sûr d'être compris par l'ensemble des Des, Français. des interlocuteurs Donc, ici dans le podcast, ne serait-ce que cela, ouais, oui, tout à fait. Alors, c'est l'outil phare VSM, de la cartographie de processus. Alors, ouais, pareil, cartographie de processus, ça peut paraître lourd. En fait, c'est de faire un visuel de toutes les étapes de votre processus et de voir ce qui marche pas. VSM, ça veut dire en anglais Value Stream Mapping. C'est cartographie de flux de valeurs. En fait, vous allez lister vos étapes. Moi, je le fais même sur des réunions, en fait. Je regarde les ouais. différents moments de la réunion. Ça dure 10 minutes, cette première partie de tour de table, 5 minutes, celle-là, etc. Et on met une couleur derrière. On voit si c'est vert, ça veut dire que ça s'est bien passé, ça a été utile. C'est orange, c'était moyen. Ou rouge, ça n'avait pas de valeur ajoutée. En fait, le Value Stream Mapping, le VSM, vous permet de représenter un processus et ça ne demande pas trop de travail pour le faire. Donc, c'est du collectif et toutes les personnes contribuant au processus en transverse voient où elles se sentent utiles, où c'est pas utile et collectivement prennent conscience de combien de temps ça prend pour que le produit ou le service ou l'information traverse finalement ce processus et finalement le client de bout en bout, il attend, je prends l'exemple souvent des cartes d'identité ou des passeports. Est-ce qu'à votre avis, il faut un mois pour refaire votre passeport, votre carte d'identité quand vous la demandez? Non. Alors pourquoi est-ce que vous attendez parfois 2 semaines, parfois quatre semaines, alors qu'il faut peut-être que 2, 3 heures de travail réparties entre l'agent administratif, j'imagine, l'agent de sécurité, le policier derrière qui vérifie votre identité et votre état civil, parce qu'il y a plein d'interfaces, d'étapes où il y a de l'attente. Le VSM vous permet d'accélérer ce processus-là de manière visuelle, d'accélérer ce qu'on appelle en anglais le lead time ou le temps de traversée pour aller beaucoup plus vite pour délivrer des produits et des services. Enfin, il intègre aussi cette fameuse notion de valeur ajoutée par rapport à l'attente du client, avoir votre carte d'identité, votre passeport en termes de valeur ajoutée, de non-valeur ajoutée ou de valeur ajoutée requise, et d'identifier tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est perte, tout ce qui est temps perdu, tout ce qui est attente, tout ce qui est surqualité, etc. Et de vous pouvoir le pointer du doigt dans le but de le résoudre. C'est un outil, quand il est bien mené de manière pédagogique, comme tu l'as souligné, Philippe, en collectif, qui est magique, j'insiste. C'est l'outil que je Ouais, privilégie dans le Lean parce que ouais. tout le monde peut s'en saisir et voit l'impact de l'amélioration concrète. Et au-delà de l'aspect technique de l'outil ou de l'ensemble des outils qu'on vient d'évoquer, c'est un bon moyen de se comprendre. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher ces fameuses valeurs, ces fameuses mesures qui vont nous permettre bah, si on passe 30 minutes, quand on dit 30 minutes, tout le monde comprend 30 minutes. Et puis, c'est pas de dire on passe un peu de temps ou on passe beaucoup de temps. Non, c'est on passe 30 minutes. Ça, c'est un super outil pour passer du blabla à quelque chose de factuel, de concret et où tout le monde va comprendre la même chose. C'est un super outil. Voilà. Il n'est pas très compliqué à utiliser, faut prendre le temps mais derrière, ça donne des super résultats de façon incontournable. Je vais passer à notre troisième et dernier point qui est traiter les problèmes durablement. Et j'ai envie de poser une question, mais pourquoi pas traiter les problèmes avant de simplifier un processus, François? Bah, si on ne simplifie pas le process, on va avoir plein de problèmes et ça va être très complexe et on va rien saisir. Donc, ce qui est bien, c'est d'abord de définir le périmètre, de cadrer, d'avoir une vue d'ensemble. Et parfois, les problèmes vont disparaître avec la simplification, en tout cas certains d'entre eux. Donc, ça va prendre du temps. De fait, bah, le bon sens nous indique de simplifier avant de traiter les problèmes de l'entreprise. Ouais, c'est marrant, je pensais exactement la même chose, hein. C'est une bonne concrétisation de ce qu'est le bon sens, finalement. Mhm. On va pas travailler sur des choses qu'on va jeter après. Alors pourquoi, là aussi, je sais que tu as cette approche de dire il faut absolument travailler de façon collégiale sur nos problématiques. Est-ce que c'est une valeur essentielle, finalement, à aller chercher l'efficience, à aller chercher l'excellence? Moi, je dirais que c'est une valeur essentielle. Vous ne pouvez pas vous améliorer si vous ne résolvez pas vos problèmes, en fait. Et on le voit, hein, quand on est passé manager, on a plus de problèmes que quand on était employé. Quand on est passé manager de manager, les problèmes sont de plus en plus gros parce qu'on a des équipes plus grandes avec plus de difficultés. Donc, résoudre les problèmes est une forme, notre capacité de résoudre des problèmes plus complexes, avec plus d'enjeux financiers, opérationnels, est une démonstration de notre maturité à aller plus loin et pérenniser notre entreprise et la rendre plus performante.
Et il est indispensable d'abord de laisser remonter les problèmes. Évidemment, pas tous les problèmes au même niveau. Il va falloir les quantifier, même de manière macroscopique. Donc, les détecter et les quantifier en termes d'impact pour les prioriser. Après, moi, j'aime bien dire, mais en fait, c'est quoi un problème? C'est quoi la définition d'un problème? Pour moi, un problème, c'est un écart entre une cible, ah ben, je veux que mon process se produise à telle vitesse, tel type de qualité, et la réalité. La réalité qui est, ben, il y a tant de défauts, ou j'ai produit avec du retard, j'ai livré avec du retard. Et c'est cet écart-là qu'on veut réduire. Vous voyez, on enlève la dimension émotionnelle, comme quoi un problème est un problème. Un problème n'est pas un problème, c'est un fait, un écart qu'on va prioriser et qu'on va du coup réduire ensemble, ce qui permet d'attaquer le premier problème qu'on a sur les problèmes, c'est qu'on accuse une personne du problème, ou que la personne se sente accusée, et il ne va pas y avoir cette dimension collégiale. Donc il faut aller le plus vite possible pour faire remonter les problèmes, les prioriser pour traiter les problèmes. Après, il y a des problèmes plus complexes que d'autres, donc il faut avoir des méthodes différentes les unes des autres. On aime bien, et tu le verras dans d'autres podcasts, la méthode, le fameux A3, que moi Oui. j'appelle les 4 étapes enjeux. C'est quoi les enjeux de ce problème? Constat, comment est-ce qu'on peut quantifier? Il y a des outils à chaque étape. Analyse, comment on peut remonter à la cause racine et résoudre, comment on peut résoudre simplement. Parce que le plus important, c'est que tous puissent s'approprier une méthode de résolution de problèmes dans l'organisation et être d'une certaine manière incentivés, pas avec de l'argent forcément, mais parce qu'ils se sentent grandir, parce qu'ils ont la capacité de résoudre plus de problèmes qui sont reconnus et pris en considération. Ouais. Et donc, si je vais prendre le temps de revenir un peu sur cet aspect humain, Mhm. finalement, hein, de la détection de problèmes, parce qu'on pense que c'est purement technique, pourquoi finalement il est pertinent d'aller sur le terrain, d'aller échanger avec les opérationnels. Il y a cet aspect pour comprendre finalement et pour traiter les problèmes. Et puis, pourquoi la valeur managériale dans cette détection de problèmes est importante. Ben parce que le problème vient du terrain et c'est les opérateurs qui font le produit. Donc c'est eux qui vivent, les opérateurs ou les opérationnels, on n'est pas que dans l'industrie. Donc c'est celui, comme tu as l'habitude de le dire, Philippe, c'est celui qui fait, qui sait en fait. Et l'idée, plutôt que de cacher le problème sous d'autres, sous le tapis, ben, c'est de le voir, en fait, et encore une fois, de le faire remonter. Ça me fait penser à Ariane 6, la direction de programme, qui disait 80% de nos problèmes ne sont pas techniques. En fait, il y avait une partie technique, rassurons-nous, Ouais. mais ils ne sont pas que techniques, ils sont aussi humains. Et les gens, dans une complexité d'une organisation à plusieurs milliers d'employés qui travaillent sur le lanceur Ariane 6, comment on interagit les uns les autres, comment on se saisit du problème, c'était pas évident en fait à faire. Donc c'est vraiment comment on va faire remonter ces problèmes, comment ils vont être pris en considération dans chaque, par exemple, rituel d'équipe, dans chaque management visuel, pour être priorisés, non pas traités dans la réunion, sinon ça va prendre des plombes, priorisés pour ensuite être traités dans des moments spécifiques efficaces pour résoudre ce problème. Et il y a une notion importante, et c'est pour ça que je parlais de management. Pour moi, c'est finalement c'est le manager qui va piloter au fil de l'eau, au Oui. quotidien, le traitement de ces irritants et des problèmes pour justement éviter d'accumuler ça dans un coin. Et on sait pertinemment que on n'ira pas, on n'aura pas le temps, hein. C'était un peu ma question suivante. Pourquoi traiter finalement les problèmes au fil de l'eau? Parce que tu te rappelles de ces trois singes là qui veulent pas entendre, qui veulent pas regarder, C'est bah ça. c'est exactement ça. Et plus je les cache, les problèmes, plus ils vont exploser. Mais en fait, il est même pas là le problème. Le problème, c'est que les problèmes, c'est votre première source d'amélioration en interne dans l'entreprise. En fait, les problèmes, c'est une vraie, on dit souvent problème est une opportunité de manière un peu détachée. Non, Ouais. c'est vraiment vécu. Certains des problèmes sont des pistes de gain, mais parmi les plus fortes. Et moi, je vois des organisations où je suis arrivé dans une organisation de 5000 personnes, on m'a dit, ah là, tu ne corrigeras jamais ce problème. Je cherchais Ouais. pas à le corriger, je cherchais à le comprendre, à le partager avec les équipes terrain. Et en fait, en allant chercher avec les équipes terrain la cause, ça a fait que l'entreprise a gagné 30% de rentabilité sur ce problème, en fait, que personne ne voulait voir parce que chacun dérangeait chacun, mais de manière, je sais pas, en 2, 3 semaines, ils ont réussi à résoudre ce problème. Mais ça me fait penser à de comprendre, hein, on ne cale jamais une solution sur un Oui. problème, mais Mhm. prendre le temps d'aller chercher les causes. Et les gens comprennent bien quand je leur explique finalement ce que fait un bon médecin, va toujours chercher à comprendre les Oui. causes de votre mal et va traiter la cause C'est et une non très pas belle le métaphore, problème. Eh oui, moi je très l'adore juste. et les gens comprennent, Mhm. comprennent très très bien de quoi je parle. Quand je dis aller chercher les causes, on ne cale jamais une solution sur un problème, mais sur une Mhm. cause. Quelques outils, François, pour terminer cette phase des Pour traiter les problématiques. problèmes, bah, avoir une Ouais, méthode de résolution de problèmes qui va être en lien avec les fameux stand-up meetings.
Ouais. Ne pas, encore une fois, si dans un stand-up, un point d'équipe qui dure 5 minutes tous les jours, vous résolvez les problèmes, vous êtes foutu. Mais vous allez identifier, prioriser les problèmes et voir que ça Ouais. progresse parce que vous allez dédier des ressources pour les résoudre. Il y a aussi cette fameuse méthode de résolution de problèmes, hein, qui s'appuie par exemple sur le fameux CQQ, c'est occupé, qui, Oui, quoi, combien, où, comment, c'est ça. pourquoi, ou le fameux 5M, les 5 M, hein, de méthode, de mesure, de men ou de personnes, de main-d'œuvre, etc. Donc, vous trouvez ça facilement sur Internet ou encore le fameux outil des 5 pourquoi qui permet en profondeur. Et pour clore, c'est les problèmes, il faut aussi passer à l'action. Donc, on peut faire un petit mode projet, un suivi de tâches, un plan d'action à suivre. Ça aussi, c'est le B à bas pour résoudre les problèmes. Oui, puis tu le faisais remarquer, il y a des problèmes qui peuvent être réglés très rapidement par Oui. les équipiers, les opérationnels sur le terrain. Ça peut être fait dans la journée, voire dans l'heure. Il y a des problèmes qui nécessitent de se mettre un peu en marge de la production pour y réfléchir, hein, notamment avec ces fameux plans d'action. Et puis il y a des projets qui vont durer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction du temps de résolution, d'aller chercher les causes. Quelquefois, il faut chiffrer ces causes pour mieux les comprendre. Et puis derrière, ben, le nerf de la guerre, il faut un peu d'argent pour pouvoir mettre les solutions en place. Mmh. Si tu le permets, je voudrais en quelques phrases synthétiser ce qu'on vient de se dire. Pour moi, je garde en tête que le Lean est une méthode d'amélioration de l'organisation et de gestion d'une entreprise. On parle souvent de lean management. Pour moi, cette méthode vise à améliorer les performances globales de l'entreprise, la qualité et la rentabilité de sa production, ce qui permet de pouvoir atteindre l'excellence. Mmh. Concrètement, le lean management optimise les processus en réduisant les temps sans valeur ajoutée, en réduisant les causes de non-qualité et en réduisant la complexité de cette organisation des process. On l'a évoqué. Cette méthode est portée par une dimension managériale importante qui permet aux collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions. Deux objectifs principaux. Un, l'incontournable satisfaction complète des clients. Et finalement, ce que je traduirais par la réussite de chaque salarié, le bien vivre finalement en entreprise. En conclusion, je vais me permettre, François, si tu le veux bien, en Je t'en une prie. phrase, de dire que le Lean permet de trouver l'efficience, d'obtenir la performance et d'atteindre l'excellence. Est-ce que ma petite conclusion en une phrase te correspond? Oui, tout à fait. Bon, C'est un oui, on pourrait dire. super. François, un grand merci pour cet éclairage limpide et peut-être, et j'espère à bientôt pour Mhm. un prochain témoignage sur d'autres outils du Lean. Chers auditeurs, un grand merci également à vous. Merci de votre attention et de votre écoute. Dites-nous en retour ce que vous en avez pensé et si cela vous donne envie de l'appliquer dans votre organisation, dans votre entreprise. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien avec l'interview du collègue. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter également, François, si vous souhaitez avoir davantage de détails. Merci encore à tous. À bientôt avec notre prochain podcast qui sera consacré au savoir manager autrement avec le Lean. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.